Bonjour à tous, bienvenue à ce 167e épisode des lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous en compagnie cette fois-ci de Jean-Pierre Dussault pour co-animer ce super lunch complètement gratuit mais 100% qualité comme on aime si bien les faire. Et notre ami Jean-Philippe Claude n'est pas là aujourd'hui. Il est en route vers la Chine faire soit un marathon ou un Ironman, je ne sais plus trop, mais je pense que c'est un marathon. Donc, sur la muraille de la Chine, on le salue. Il est présentement à l'écoute en direction de Pékin et en bon investisseur modèle, il a mis Go, Go, Go dans le chat en majuscule. Donc, bonne chance, Jean-Philippe, pour gagner un des prix qu'on fait tirer à la fin. Donc, et voilà, et j'aurai la chance de co-animer avec Jean-Pierre. Donc, salut Jean-Pierre. Oui, bonjour tout le monde. Salut Yvan. Ça va? Ça va très bien. Oui, super. Soyez les bienvenus. 167e lunch immobilier. On vous rappelle qu'on est là depuis les tout débuts, mars 2020, alors qu'on débutait une période sombre de notre histoire qui était la pandémie. Mais le club ne vous a jamais lâché sur les lunchs Facebook le lundi midi. On est là pour vous accompagner, vous apporter du contenu, comme le disait Yvan, 100% qualité, 0% en termes d'investissement d'argent. Ce n'est que votre temps, votre intérêt, mais on vous livre beaucoup de contenu gracieusement. Ce midi ne fait pas exception avec notre invité qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et l'immobilier est un placement actif. Donc, oui, on veut les rendements, mais il faut aussi s'intéresser à l'aspect physique des bâtiments. Donc, je comprends qu'il y en a qui disent « Ouais, ça m'intéresse peut-être un peu moins. » Il faut s'y intéresser. Il faut apprendre à devenir aussi bon dans cette composante-là, bien qu'on ne soit pas des techniciens en bâtiment ou des ingénieurs. Il faut minimalement s'y intéresser. C'est notre argent qui est en jeu. Donc, soyez les bienvenus encore une fois. Et est-ce qu'on enchaîne avec la présentation de notre invité? Whoop. Allô, allô? OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, t'entends bien. Kevin. Super. Oui, on y va avec notre invité. Donc, Kevin Labonté du groupe Inspect, qui est formateur au club, qui est accompagnateur aussi. Vous pouvez le prendre lors d'accompagnement. Et investisseur immobilier à succès, qui a un très beau parc immobilier à Québec, très belle croissance. Donc, connaissant de nos réalités et surtout quelqu'un qui nous donne l'heure juste. Kevin, sois le bienvenu. Merci Jean-Pierre, ça fait plaisir d'être là. Donc, Kevin, nouvelle loi qui va rentrer en vigueur bientôt pour les inspections en bâtiment. Peux-tu nous en parler? Oui, absolument. Mais dans le fond, il y a un règlement qui a été publié officiellement le 28 février 2024. Donc, il a été adopté, si je me rappelle bien, le 14 février. Ce que ça va faire, en fait, c'est qu'à dès octobre 2024, les inspecteurs vont pouvoir aller chercher leur certificat auprès de la RBQ. Donc, il va y avoir deux catégories de certificats, soit catégorie 1 pour les 6 logements et moins, puis catégorie 2 pour tous les types de bâtiments, donc évidemment 7 logements et plus. Puis la date limite pour les inspecteurs pour pouvoir faire une demande pour avoir un certificat va être le 30 juillet 2027. Donc, il y a comme une période d'adaptation d'environ 3 ans. Puis, à partir du 1er octobre 2027, tous les inspecteurs devront détenir un certificat de la RBQ. Et ce que ça va permettre, en fait, ça, c'est que ça va obliger les inspecteurs de fonctionner sous la nouvelle norme de pratique qui a déjà été adoptée. Donc, la BNQ 3009-500, pas obligé nécessairement de retenir ça par cœur, mais bref, on va avoir la même norme de pratique. Au lieu d'avoir une association qui fonctionne sous une autre sous une autre, bref, on va fonctionner sous la même. Puis la RBQ va pouvoir déterminer, en fait, les processus de qualification des inspecteurs, le traitement des plaintes également, la délivrance, le renouvellement des certificats, puis va être probablement je sais pas si ça va être eux qui vont donner de la formation continue, mais bref, vont du moins surveiller à s'assurer qu'on effectue de la formation continue auprès de nos associations. Et donc, il y aura de la formation continue obligatoire pour maintenir cette licence-là. Excellent, excellent. Puis, c'est quoi l'impact, selon toi, dans le marché ou dans l'industrie par rapport aux inspecteurs, par rapport aux investisseurs? En fait, il n'y aura pas d'impact direct, probablement monétairement parlant. Ça va surtout éliminer les inspecteurs un peu en dessous de la table là, qui faisaient ça la fin de semaine sans nécessairement savoir ce qu'ils faisaient, qui n'avaient pas d'assurance,
parce que le fait d'avoir un certificat, justement, va nous obliger d'avoir une assurance responsabilité professionnelle. Ceux qui sont membres d'une association professionnelle en ce moment, c'est déjà le cas. Donc, c'est sûr. L'impact va faire que ça va faire un peu le ménage dans le marché des inspecteurs non professionnels. Donc, peut-être des hausses de prix? Non? Ça va être un offre et de la demande, en fait. Ça va dépendre du marché. Pendant la pandémie, évidemment, qu'il y en a qui ont monté leur prix parce qu'il y avait une forte demande. Bref, on voit les prix varier un peu comme à la bourse, par exemple. Bref, c'est sûr que peut-être que le prix va monter légèrement, mais ça reste à voir, honnêtement. Je sais que de notre côté, on va s'adapter, mais c'est offre et de la demande comme toujours, comme même dans l'immobilier, en fait. Excellent. Jean-Pierre, toi, as-tu questions, observations là-dessus, commentaires? Bien, toujours une question de traiter avec des professionnels. On le répète souvent au club. Là. On comprend des fois que des beaux-frères, c'est pratique, ou des voisins. Moi, de faire ça, moi, m'a inspecté ta bâtisse, c'est pas cher. Mais écoutez, à un moment donné, c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Je pense que peu importe les lois, les règlements, traités avec des professionnels et nos membres corporatifs sont tous endossés et certifiés par le club et Kevin et tous ses collègues du groupe Inspect sont le cas. Donc, et c'est une facture qui est déductible, puis c'est probablement la seule fois que vous allez faire le tour de votre immeuble de cette façon-là. Donc, on veut rien laisser passer, on veut des traces écrites, on veut être capable d'utiliser notre rapport d'inspection pour mieux négocier par la suite, peut-être le convertir en soumission d'entrepreneur, dire, écoutez, là, ce qui est urgent, important, c'est à faire dans la première année. Est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble sur le prix? Donc, des professionnels pour utiliser leurs outils en professionnel de la négociation. En parlant de professionnels, c'est pas eux qu'on négocie. On peut négocier quelques intervenants dans le processus, mais pas un inspecteur, parce que moi, j'ai mon temps à payer 150$ de plus peut-être pour un inspecteur qui est hot, que je sais qu'il a de l'expérience comme investisseur aussi, qui a essayé de sauver 150$ pour payer moins cher et prendre pas nécessairement celui qui est le mieux qualifié. Donc, ne faites pas des économies de bout de chandelle d'un point de vue inspection. Prenez les meilleurs. Et il y a Vladimir qui posait une question en lien avec ce que tu disais, Kevin. Est-ce que le certificat va être valable pour combien de temps? J'imagine, à chaque année, il va falloir qu'ils renouvellent leur licence. On n'a pas les détails là-dessus, mais il y a de fortes chances que ça va être annuellement. En fait, c'est déjà annuel au sein de nos associations. Là, moi, c'est l'APCHQ, mais c'est déjà annuellement, en fait, qu'on renouvelle. C'est ça. Fait que je présume que ça va se continuer, ça va se poursuivre de la même façon là, de notre côté. Puis, comme on disait, parce qu'on parlait du prix, là, la meilleure façon de perdre 10 000 $, c'est d'essayer d'en sauver 1 000. Fait que, des fois, faut pas essayer de trop cheaper, si on veut, sur les professionnels. Dire, hey, je suis capable de l'inspecter, moi, ma bâtisse. Il n'y en a pas de problème. Des fois, on va sur juste une toiture, monter sur une toiture, venir de rentabiliser. J'ai des clients la semaine passée, 2 clients différents qui ont dû sauver. Ils sont rendus à la négociation, mais ils ont dû sauver, selon le cas, là, entre 50 et 100 000 $ sur leur prix d'achat, juste parce qu'on est allé là. Excellent. Good. Gênez-vous pas poser des questions à notre ami Kevin. Il est là pour répondre. Des questions d'ordre général sur l'inspection. Tantôt, il va nous faire un petit segment, là, un petit zoom sur différents défauts qu'on peut observer sur un immeuble. Donc, il y aura du visuel pour appuyer ça tantôt. On vous tiendra au courant quand ça va être là. Mais en attendant, je ne sais pas si vous avez des questions pour notre ami Kevin ou Jean-Pierre. Est-ce quelque chose à nous ajouter là-dessus, Kevin? Sinon, on peut commencer le Zoom tout de suite si jamais il n'y a pas de questions, puis les questions viendront par la suite. Allons-y avec le Zoom si on est prêt à la régie. Sur différents éléments à observer. Donc, on va commencer par la première, oui. Donc, on recule. Good. Je te laisse y aller, Kevin. Parfait. Donc, première image, ça y va quand même rapidement. Pour ceux qui n'ont pas de visuel, je vous explique quand même un peu chacune des images. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le bâtiment, il subit des forces, pas simplement, c'est pas juste les fondations, on a aussi des forces latérales de par le vent. Ça crée des déflexions sur nos murs extérieurs de l'immeuble. Tout ça est calculé, en fait, lors de la conception du bâtiment. Donc, c'est juste pour vous faire prendre conscience que c'est pas seulement des charges, de la gravité, puis
les fondations sur le sol qui sont à prendre en compte. Donc, on peut aller à la prochaine. Ça, c'est tout simplement un petit rappel. Là, on est à la fin de la période fatidique, mais au printemps, généralement, on peut avoir, comme l'image du centre, c'est pas rare d'avoir 2 pieds d'eau à la base de nos fondations parce que le sol est gorgé d'eau, puis notre drain de fondation, c'est évidemment pas une shop vac. Là, on va pas siphonner le sol, il y a de l'eau dans le sol qui va descendre dans le fond, tout simplement par la gravité, jusque dans notre drain de fondation. Donc, quand on a une poussée par de l'eau qui peut geler, dégeler de jour, regeler la nuit, ça peut nous créer des fissures. Donc, si vous avez un bon moment où aller dans vos vides sanitaires, dans vos sous-sols, c'est au printemps. C'est là que la charge d'eau et que la nappe phréatique va être la plus élevée. Donc, bref, petit rappel de passer dans vos sous-sols. Ensuite, la prochaine, ça, c'est pour ceux qui se posent la question. Quand vous visitez certains immeubles, c'est quelque chose qu'on voit, que je vois fréquemment dans des immeubles commerciaux. Il y a plusieurs couleurs de prises électriques. Puis, des fois, on en voit des bleus, on en voit des rouges, on en voit des oranges. C'est quoi que ça veut dire, ça? Bref, des blanches, c'est les standards qu'on voit tous les jours. Les rouges, c'est ceux-là qui sont connectés sur un circuit de génératrice. Fait que si jamais vous avez transfer switch ou une génératrice avec un couteau que vous pouvez activer, les prises rouges, c'est ceux-là qui sont connectés sur votre circuit d'urgence. Ensuite, les prises oranges, ça, c'est plus ça dépend des appareils. Si vous avez, par exemple, des appareils radio qui ont besoin d'avoir une mise à la terre isolée qui ne sera pas sur l'entrée d'eau directement. Bref, c'est pour ajouter, en fait, essayer d'éliminer, par exemple, en radio, le maximum de parasites possible. Puis des fois, c'est également un petit triangle là, sur notre prise, tout simplement. Puis la prise bleue, là, c'est ça, honnêtement, j'en ai pas vu fréquemment, mais c'est ceux-là qui ont un surge protection. En fait, on est sur une prise DDFT. C'est l'équivalent d'une DDFT, mais en version prise. D'habitude, on le voit directement sur la prise, tout simplement. On peut passer à la prochaine. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont un peu manuels et qui aiment ça voir la grosseur du fil, quel ampérage qui peut passer. Quand on dit dans un bâtiment, par exemple, que le calibre du fil est trop petit, c'est écrit AWG là, dans le haut de ma slide, ça veut dire American Wire Gauge. Donc, c'est la grosseur du fil. Donc, plus le chiffre est élevé, plus notre fil est petit. Puis, comme par exemple, un gauge 14, ça nous permet 15 ampères. Puis un gauge 6, ça permet 65 ampères. C'est pour ça qu'on voit souvent un gauge 6, par exemple, sur des spas. Donc, c'était juste pour vous représenter qu'il y a des chartes qui existent pour ça. Donc, si jamais vous avez des questionnements, vous avez des indices de surchauffe dans un bâtiment, une gaine qui fond, bref, peut-être que le calibre de votre fil n'est pas approprié à l'ampérage qui est tiré. Il va falloir aller un peu plus loin avec un électricien pour découvrir quelle est la source. Ensuite, j'aime bien cette image-là. En fait, ça vous donne un topo sur un affaissement, ça a l'air de quoi? Fait que quand on regarde soit un mur latéral ou une façade d'immeuble, bref, selon le pattern de fissure, selon la façon que notre fissure est apparue sur le bâtiment, ça nous indique de quel côté il peut avoir eu un mouvement, donc un affaissement de l'immeuble. Donc, soyez attentifs à ces indices-là sur vos bâtiments ou ceux-là que vous prospectez. Ça peut être d'autres sources aussi, là, par exemple un manque de linteau au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte, mais c'est principalement pour vous faire penser qu'on peut avoir différentes sources d'affaissement. D'ailleurs, on pourrait passer à la prochaine slide. C'est un exemple de ce qu'on peut voir, par exemple, quand il y a du tassement qui se fait. Donc, si c'est du remplissage, puis j'en ai vu cette semaine en inspection, la semaine dernière, si c'est du remplissage qu'il y a eu avant qu'ils construisent le bâtiment, donc, notre terre vient qu'à se taper quand on fait une construction neuve. C'est pas rare que la première année, le tour du bâtiment vient s'affaisser pratiquement de 1 pied, juste parce que le sol vient se tasser, reprendre sa place, il enlève un petit peu tout l'air qu'on a en place. Donc, ça peut causer certains affaissements. Puis l'autre image aussi, la prochaine slide, c'est un autre exemple, un sol qui est humide, qui est mal drainé. Ça peut causer également des affaissements. On peut passer à la prochaine, ouais. Puis là, comme on arrive à l'été, il y a des terrasses qui vont probablement se construire cet été. Donc, ça, c'est bon également dans le sous-sol. C'est que dans le sous-sol, dans le bâtiment en soi, le bois, c'est un
un matériel qui est organique, donc il va réagir différemment selon le taux d'humidité, selon si c'est un côté, mettons, on a un revêtement en bois sur une maison, le soleil qui frappe plus sur le côté du bâtiment, ça peut causer certaines problématiques, si on veut, donc de la déflexion. Si on commence par en haut à gauche, on parle des insectes, infestations. Là, c'est une image qui provient des États-Unis, eux autres qui ont beaucoup de termites. Mais de notre côté, ça serait des fourmis charpentières qu'on a un peu plus fréquemment. Lorsqu'on a des taches noires sur le bois, des fois, là, si vous allez vous chercher du bois en quincaillerie, puis que vous prenez vos planches, regardez sur votre bois en tant que tel, du bois, c'est pas nouveau pour personne, là. Le bois, ça pousse dans la forêt. On a de la moisissure, on a des moisissures qui peuvent littéralement être sur le bois parce qu'il provient d'un milieu humide où est-ce qu'on a différents contaminants. Donc, vous pouvez en avoir sur votre planche flambant neuve qui a été planée et tout. Bref, c'est de la retirer idéalement avant de l'installer. Sinon, c'est ça, si on a un milieu humide, vous pouvez avoir de la moisissure qui se forme dans votre sol. Je donne un exemple dans le sol, ça peut être dans un vide sanitaire, ça peut être dans l'entretoit, différents endroits. Vos solives de planche, dans le fond, tout ce qui est structurel, si on vient le percer, il y a une façon de le faire à un certain endroit précis. Si vous voulez retenir une règle du pouce rapide, pas percer plus du 1/3 de la grosseur. Mettons qu'on aurait, par exemple, je sais pas, là, 2/6, 3 pouces, c'est trop. Ça prendrait un trou de 2 pouces maximum. Fait que pas plus du 1/3 de la largeur de notre planche. Puis, c'est ça, l'autre image qu'on a, c'est la déflexion, comme on parlait tantôt. Ça peut être causé par différentes choses. Puis, l'image de patio. Ceux qui ont des patios déjà existants, essayez autant que possible de ne pas accrocher votre patio sur le bâtiment directement. Parce que là, dans le cas, c'est une image qui provient des fiches techniques de l'APCHQ. On essaie autant que possible d'avoir une membrane collée directement sur le bâtiment pour empêcher d'avoir l'eau qui soit en contact direct avec votre Tyvek ou différentes composantes. J'en ai vu qu'il n'y avait même plus de Tyvek. Le Tyvek avait été découpé. Le Tyvek, c'est le papier de construction qu'on voit sur le bâtiment pendant qu'on est en train de bâtir. C'est notre enveloppe qui empêche l'eau de rentrer dans le bâtiment. Donc, il faut mettre des membranes, des solins, puis s'assurer qu'ils soient installés comme il faut. Là, c'est un exemple qu'on a sur l'image. Puis, des tire-fonds, parce que des petites vis à bois, des petites vis à patio standard, c'est pas très solide quand on a 6 pieds de neige sur un patio, quand on est parti dans le sud pendant l'hiver. Donc, on vient mettre des tire-fonds, qui est comme une grosse vis, là, de la grosseur d'un petit doigt environ, qui va venir se visser directement dans notre structure. Ensuite, ça, c'est un exemple idéal. Là, je fais de la publicité gratuite pour une compagnie québécoise, mais NAMI, qui est une NAMI, qui est une compagnie québécoise, font dans le fond, des supports que vous pouvez venir, comme à l'image de droite, on vient visser directement dans la fondation. Ça empêche d'avoir à venir fixer sur votre revêtement extérieur. Ça laisse un jeu d'air. Donc, tout ce qui est haut, votre revêtement ne se dégradera pas aussi rapidement que si on viendrait installer directement dans le fond, notre lisse sur notre revêtement extérieur. Là, on est bois sur bois, l'eau rentre entre les deux, ça fait pourrir notre revêtement. Bref, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Idéalement, c'est le genre de fixation qu'on va utiliser. Ensuite, petit problème fréquent, on appelle ça les corner wedge. Fait que c'est quand on a la maçonnerie, ça arrive principalement quand on a un revêtement de maçonnerie, un revêtement de briques. Dans le fond, la maçonnerie ne prendra pas de l'expansion de la même façon que la fondation de béton coulé. Ce qui fait qu'elle va prendre ses forces, comme on le voit sur l'image, dans le fond, elle va aller vers les coins extérieurs en prenant de l'expansion, puis ça vient, vu que le mortier est adhéré au béton, ça vient faire casser notre coin de fondation. Donc, c'est un problème très commun, qui n'est pas un problème structurel en soi. Bref, on corrige le béton. Est-ce qu'il y a des correctifs possibles à ça? Là, je ne pourrais pas vous le dire. J'en ai pas vu encore. Il y a peut-être des experts dans la salle qui pourraient répondre, mais bref, c'est un problème qu'on voit, somme toute, sur plusieurs bâtiments, autant récents qu'anciens. Fondation de bloc, c'est un exemple que je donne, mais côté fissure de fondation, si votre fissure dans le bas est beaucoup plus petite, comme sur cette image-là, est beaucoup plus petite que dans le haut, c'est un petit exemple là,
possiblement qu'on a soit un affaissement ou un mouvement qui peut être actif ou non, selon les conditions. Là, j'ai mis une image de bloc de béton tout simplement parce que le bloc de béton, c'est une fondation qui est très sensible. Si vos blocs sont remplis de béton, justement, puis qu'on a une tige pour venir renforcer le tout, là, il y a peu de chances. Ça va agir sensiblement comme une fondation de béton coulé, mais des blocs de béton, ça reste que c'est très sensible à l'humidité. On a plein de joints de mortier qui sont sous le niveau du sol, qui vont se dégrader au contact de l'humidité de façon permanente. Donc, faut surveiller nos fondations de blocs de béton. Celle-là, bon, c'est une petite représentation. On voit un peu d'efflorescence, en fait, sur celle-là. Si vous voyez de la poudre blanche en surface de votre fondation de béton, dans le fond, c'est un indice comme quoi que vous avez de l'eau de l'autre côté. Dans un monde idéal, on parlait de fondation de bloc, ça serait d'imperméabiliser l'extérieur de notre fondation pour empêcher l'eau de rentrer dans nos blocs de béton, pour que lorsqu'ils gèlent, qu'ils ne viennent pas faire éclater les blocs, puis que là, on a un nouveau problème à régler, en fait. Puis, dernière petite image, ça, c'est un exemple. On voit une petite goutte en dessous d'un réservoir de mazout. Donc, si vous descendez dans un sous-sol puis vous avez l'impression que ça sent le vieux pick-up au diesel, bref, c'est un peu un indice comme quoi que, bon, soit que votre tank, ça se peut que ça vienne d'une source anodine, comme quoi que, par exemple, j'ai juste le terme anglais en tête, là, mais le gauge sur le dessus de votre réservoir à l'huile soit tout simplement arraché, puis que là, on sent directement le contenu du réservoir. Fait que là, ça sentirait dans votre vide sanitaire. Sinon, ça peut impliquer des coûts importants de décontamination. Donc, je soulève le point que si vous descendez dans vos sols vide sanitaire puis que ça sent le vieux pick-up, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, en fait. Faut assesser, régler la problématique. Super, merci Kevin. Très intéressant. Toujours le fun d'avoir du visuel le midi. Par nos invités qui nous fournissent, qui apportent un autre élément. Peut-être que vous avez fait des captures d'écran. De toute façon, vous pourrez revoir la présentation évidemment sur le lien Facebook du club. Il y a des questions. Yvan, je ne sais pas si tu as repéré les mêmes que moi. Oui, j'aurais mis des petites étoiles. J'aurais mis des petites étoiles sur celles qu'on pourrait comme passer. Oui. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à notre invité. C'est sûr que le temps file. On n'a peut-être pas toute la chance de les dépasser, mais on va y aller avec celle de Samir à midi 13 ici, qui nous demande, est-ce qu'il existe un guide d'inspection régulière à faire selon l'âge des composants du bâtiment? Qu'un guide d'inspection? Oui, mais dans le fond, c'est un peu un manuel d'entretien. Honnêtement, j'ai pas la section par cœur, là, mais sur notre site web, on a sorti le guide qui est par la SCHL, en fait, quand vous allez dans la section documentation de notre site web. Un guide qui explique, dans le fond, que selon les saisons, qu'est-ce que vous pouvez regarder sur votre maison. Ça s'applique à sensiblement tous les bâtiments, donc il y a des choses qui, évidemment, s'appliqueront pas pour vous. Si, par exemple, l'automne, pensez à les feuilles, qu'est-ce qu'ils vont boucher, préparer la maison pour l'hiver, vous assurer que l'eau, la neige ne rentrera pas à certains endroits. Puis au printemps, bien honnêtement, c'est de faire le tour. Mettons que vous avez quelques bâtiments, faites le tour de vos immeubles, juste voir s'il n'y a pas des déchets qui ont été jetés pendant l'hiver, qui étaient cachés sous la neige. Bref, c'est plus de l'entretien usuel, mais le guide est très, très complet. Là, on parle de mémoire, peut-être une centaine de pages. Là, fait que c'est ça. Fait que vous pouvez aller le chercher sur notre site web sans problème. C'est quoi peut-être donner l'adresse du site web? Oui, c'est groupeinspect.com, même si vous vous trompez entre le C et le K, vous rajoutez un C, bref, ça mène tout à la même place. Puis, c'est ça, fait que dans la section documentation, vous avez accès à ça. Vous allez avoir aussi accès à la norme de pratique qu'on utilise en ce moment, là, qui est intérimaire, le temps qu'on doit utiliser celle de la BNQ. Excellent. Jean-Pierre, avec la prochaine... Oui, celle de Maxime, à midi 14, Maxime Dolbec, qui nous dit « Est-ce une bonne idée de discuter de la valeur marchande avec l'inspecteur suite à la visite? » Moi, je dirais d'emblée non. C'est pas la bonne personne, il se commettra pas. C'est notre rôle comme investisseur de faire toute cette analyse-là. Kevin, je te laisse répondre. Oui, tu sais, je comprends, c'est quelque chose qui arrive très, très fréquemment. D'habitude, je vous dirais,
Ouais, une inspection sur 4, les clients nous demandent hey, tu penses-tu que c'est le bon prix? Et c'est difficile pour nous parce qu'on regarde pas, j'ai pas regardé les comparables avant d'arriver dans ce secteur-là. Mon TGA, il est-tu bon dans tel secteur par rapport à tel secteur? Puis si c'est pas des secteurs qu'on a déjà prospectés récemment, ben là, c'est plus difficile pour nous de se prononcer sur le prix. Mais bien honnêtement, un inspecteur ne devrait normalement jamais se prononcer sur le prix. C'est vraiment la job du courtier ou de l'investisseur en soi de faire ses calculs pour s'assurer que tous ces chiffres fonctionnent. Puis même côté des travaux, s'avancer sur le coût des travaux, l'image que je donne, c'est que c'est vrai que, imaginez-vous que vous faites faire 3 soumissions par 3 entrepreneurs différents, vous allez obtenir 3 prix différents. Fait que si on peut vous donner à peu près un range, un certain paramètre d'à peu près aux environs de combien, qu'est-ce que ça va coûter parce qu'on a l'expérience pour ça, mais c'est pas étampé au fer rouge. Là. C'est sûr qu'évidemment, si le prix du bois ou du métal, par exemple, une job de pieutage dans les dernières années, ça l'a doublé. Fait que c'est difficile. Une job de 90 000 est devenue une job de 180. Fait que bref, c'est très... Tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein, le moment de l'année, la quantité de travaux à faire, la disponibilité de la main-d'œuvre, l'accessibilité aussi aux travaux, c'est très difficile. Puis comme dit Kevin, 3 soumissions, 3 prix différents. Fait que ça serait une 4e opinion si jamais l'inspecteur vous donne son opinion. Donc, excellent. Caroline Harvey avait une bonne question aussi. Le bâtiment centenaire, Kevin, ça demande assurément des rénovations. On est d'accord là-dessus. Le prix sera évidemment en conséquence, mais est-ce que c'est mieux de garder la négociation après l'inspection ou après la visite des lieux? On fait ça à quel moment? Bien, honnêtement, c'est sûr que ça dépend de votre vendeur puis de votre style de négo aussi, mais c'est sûr qu'après l'inspection, là, vous avez tous les paramètres, tous les défauts potentiels que vous pouvez apporter à votre vendeur. Donc, là, lui, dans sa tête aussi, c'est comme un peu pas la dernière négociation, là, parce que tout est toujours possible, mais vous allez avoir aussi un avis d'une personne impartiale. Moi, j'ai pas de... Faut qu'on reste, on est toujours sur une fine ligne grise entre ne pas exagérer un problème pour pas se faire poursuivre par le vendeur, puis ne pas dire qu'il n'y a pas de problème pour pas se faire poursuivre par l'acheteur. Fait que c'est toujours une fine ligne de dire qu'il y a un problème là de façon très objective. Fait que ça vous permet d'acheter en toute connaissance de cause, en fait. Donc, mais honnêtement, moi, personnellement, c'est sûr que là, j'ai un petit biais là-dessus, mais je l'ai toujours fait après mon inspection, en fait. J'ai toujours négocié. J'aime bien, parce qu'il n'y a pas une façon de faire qui est standard, qui est toujours la même façon, mais moi, j'aime bien savoir si le vendeur est flexible un peu après la visite des lieux. Il est-tu comme ben stiff dans son prix ou il y a une certaine flexibilité? Déjà, s'il négocie son prix à la baisse, on négocie le prix à la baisse après la visite, il accepte une certaine flexibilité. Puis je vous dirais, si vous négociez le prix à la baisse, après la visite des lieux, gardez-vous des cartes cachées dans votre manche. Sortez pas tout ce que vous avez vu. Hein? Oui, vous l'avez vu, la fissure dans la brique, mais la petite fissure dans la fondation, en dessous du balcon, qui était dure à voir, on la nomme pas tout de suite. Elle va sortir à l'inspection pour avoir plus d'arguments pour pouvoir renégocier par la suite. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Pierre? Oui, il faut faire attention avec ça, Caroline. Les bâtiments centenaires, généralement, sont très bien situés. Si je regarde, moi, j'achète dans des quartiers, je suis de Québec, donc Montcalm, Vieux-Québec, les gens les laissent pas aller comme ça parce qu'ils sont centenaires. Les fondations sont souvent d'excellente qualité, des fondations de pierre très solides. Il y a des composantes qui sont très fortes parce que ça a été construit dans le temps avec des matériaux des fois souvent plus nobles qu'on ne retrouve plus sur le marché. Donc, oui, ça prend une rénovation, plomberie, électricité, tout ça, mais moi, je n'ai pas vu de gens qui vendaient nécessairement à rabais des bâtiments centenaires. C'est parce qu'ils ont des localisations souvent exceptionnelles. Très bon point. Puis la prochaine question, Kevin, pour toi, là, je parle à l'investisseur cette fois-ci et non à l'inspecteur. Y a-t-il des éléments là, qui sont comme un frein? Là? Moi, je ne touche pas à ça. Non, s'il y a ça, on n'achète pas. Bien, chaque personne va avoir son niveau de tolérance. Parce qu'il y en a qui ont des affaissements, c'est leur marque de commerce. Dans le fond, c'est que ça leur fait pas peur parce qu'ils ont déjà fait ils ont déjà fait ce type de projet-là.
C'est un peu pour ça que des fois, il y a des vendeurs qui sont pressés à vendre aussi de façon plus rapide, moins chère, mais avec moins de troubles. Donc, tu sais, vous choisissez le type de problème que vous voulez. Puis, honnêtement, tu sais, je l'ai vu, ça arrive fréquemment, là, tu sais, que je le vois dans le visage de mon client, que pendant qu'on avance, on a vu un certain problème, tu sais, parce qu'il y a une toiture qui est finie. Des fois, les gens sont pognés là, ici pour leur financement. Puis là, on a une toiture à refaire. Ben là, tu sais, des fois, c'est juste une question monétaire. Des fois, c'est une question de projet trop gros par rapport à ce que je veux faire. Un problème, j'ai un problème de gestion dans l'acquisition d'un immeuble où est-ce que les locataires sont, il faut faire l'intérieur des logements par rapport à un affaissement de l'immeuble. C'est pas le même type de problème de travaux à gérer. Ça dépend de chaque personne, honnêtement. Fait que, un problème en particulier, il n'y en a pas. Souvent, c'est money talks. C'est selon un immeuble qui a un affaissement. Ben, peut-être que l'autre à côté, il n'y en a pas, il y a 1 million, mais celui-là qui a de l'affaissement, ça fait 500 000. Fait que là, ben, si vous voulez mettre le jus de bras, ben, finalement, vous allez avoir un beau take-out à la fin. Bref, ça dépend de chaque personne. Et Kevin, c'est quoi le verdict sur la question de monsieur tantôt? Il répond ou qu'est-ce que tu as comme... Je peux répondre rapidement parce que c'est quelque chose qui est fréquent, probablement même pour les gens qui ont déjà des bâtiments. Dans le fond, c'est lorsqu'on a une infiltration d'eau, après chaque fonte de neige, tantôt je parlais justement qu'au printemps, c'est fréquent, là, que pas c'est fréquent, mais c'est selon le secteur où est-ce que vous vous trouvez, d'avoir jusqu'à 2 pieds d'eau aux abords de votre fondation. Donc, puis avoir une infiltration d'eau à cette période-là de l'année, par exemple dans une salle mécanique, que ça n'a pas vraiment d'impact. C'est sûr que ultimement, dans le fond, le correctif ultime, ça serait d'imperméabiliser, faire tout le tour de notre fondation. L'immeuble des années 50, les drains de fondation ont commencé dans les années 60. La durée de vie utile des drains de fondation, c'est plus ou moins 30 ans. Fait que c'est sûr qu'idéalement, ça serait tout imperméabiliser le tour du bâtiment. Si jamais vous avez de l'infiltration juste par une fissure, par exemple, de grâce, ne pas shooter votre fondation à l'uréthane giclé, tout simplement. Injecter cette fissure-là à l'époxy, par exemple, avec des professionnels. Parce que si vous y allez avec de l'uréthane, oui, l'eau ne rentrera plus temporairement, elle va finir par trouver son chemin, mais l'eau va geler, puis elle va être encore prise dans votre fondation, puis ça va faire pourrir, voire éclater cette portion-là de votre fondation. Donc, évitez de faire des correctifs à bas prix. Donc, à la limite, c'est la gestion de l'eau lorsqu'elle rentre, tout simplement. C'est très commun là, dans des bâtiments centenaires ou qui n'ont pas de drain de fondation, par exemple. Excellent. Merci, Kevin. En espérant que ça répond à votre question, celui qui l'a posé. Je ne me risque pas de répéter le nom. Donc, merci, Kevin, du complément. Merci, Jean-Pierre, pour les petites annonces. Et après les tirages qu'on procède à l'instant, Kevin nous donnera quelques conseils pour terminer, des conseils qui valent leur pesant d'or. Donc, on procède au tirage. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont inscrit Go, Go, Go de la bonne façon dans le chat. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais applicable sur le programme Élite. Et Jean-Luc Agostini, qui a, je pense, qui a déjà gagné ce prix-là de 250 $ applicable sur le coaching, qui a déjà fait. Donc, tu pourras l'appliquer sur le coaching avancé en passant, Jean-Luc. Donc, félicitations. Deuxième prix, c'est la formation Préparez-vous, l'agence du revenu pourrait débarquer. Et c'est gagné par Vincent Tremblay. Félicitations, Vincent. Et troisième prix, c'est visiter les immeubles avec les yeux d'un inspecteur. Donc, formation donnée par Kevin le 25 mai prochain à Québec. Et l'heureux ou l'heureuse élu est Monica Rodrigue-Sébès. Félicitations à nos gagnants-gagnantes. Pour réclamer votre prix, vous contactez le service à la clientèle. Donc, Julie sera au bureau pour répondre à votre appel et elle va vérifier évidemment que tout a été partagé en bonne et due forme et pour vous remettre votre prix. Donc, félicitations à tout le monde. Excellent. Kevin, conseil de Kevin, l'inspecteur et l'investisseur aussi, nos gens. Yes. Ben, dans le fond, évidemment, formez-vous surtout en ce moment. C'est important parce que ça peut vous éviter des erreurs coûteuses. La rentabilité est très, très mince en ce moment. Donc, bref, formez-vous. Crunchez des immeubles pour prendre l'expérience à savoir qu'est-ce qui est rentable, de qu'est-ce qui l'est moins. Visitez, parce que c'est là que vous allez commencer à découvrir, à pouvoir avoir des yeux expérimentés.
Donc, visitez les immeubles des aires communes. C'est rare que les aires communes, ben, ça peut arriver là, que les aires communes soient barrées, mais bref, faites au minimum un tour extérieur. Entourez-vous de professionnels. Réseautez. Le réseautage, honnêtement, ça vous donne les vagues du moment, qu'est-ce qui s'en vient, des fois que vous pouvez ne pas avoir entendu. Puis, l'immobilier, comme on dit souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, patience et persévérance. Très bon conseil. Si on les applique, on optimise nos chances de réussite. Donc, Kevin, reste là quand même. On va te rejoindre après la fin du lunch. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Très généreux de ta part. Jean-Pierre, merci. Un petit mot pour Kevin avant qu'il nous quitte. Oui, beaucoup de sagesse là-dedans. Puis souvent, lors des appels de coaching, des gens qui sont dans le programme élite, là, qui ont droit à 5 heures d'appel, donc 10, 30 minutes, souvent ils disent « Oui, mais là, il faut que je présente une offre avant de visiter. » Ça, c'est dans le cadre d'une démarche sur Centris. Par contre, lorsque vous êtes en prospection pure, hors marché, vous êtes tout seul. Donc, vous êtes en lien avec un propriétaire qui n'est pas à vendre, mais là, vous l'avez prospecté et vous arrivez au bon moment dans sa vie. Donc, ce que dit Kevin, allez chercher de l'information, allez visiter et essayez de voir tout ce qui est possible de voir pour être encore plus fort lorsque vous présenterez votre offre d'achat. Donc, soyez audacieux. Kevin l'a dit, rentrez dans les aires communes. Des fois même, il y a des locataires qui ont laissé rentrer des investisseurs immobiliers. L'investisseur disant, ben moi, j'aimerais ça habiter ici. Ah oui, ben écoute, viens voir mon logement. Toutes les techniques sont bonnes, les amis. Là. Soyez débrouillards, soyez audacieux. Et ben, je remercie beaucoup Kevin et Yvan pour ce midi. De mon côté, ben, je vous salue. Prochain rendez-vous pour nos lunchs, ça va être dans 2 semaines compte tenu du congé lundi prochain, congé de la Reine ou des Patriotes selon vos allégeances. Et ça sera un question-réponse le 27 mai avec Jean-Philippe Claude qui va nous revenir plus en forme que jamais. Merci beaucoup tout le monde. Yvan, le mot de la fin. Oui, merci d'avoir été là. Merci Jean-Pierre pour cette co-animation. Bonne chance à Jean-Philippe s'il est encore là pour son marathon ou son Ironman. Merci à la régie. Donc, nous, on se revoit dans 2 semaines. Petit congé la semaine prochaine. Profitez-en. Et sur ce, je vous dis go, go, go!